Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Solange Agricole, petit bout de femme active et passionnée par la recherche de talents. Bonjour Solange et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Nous allons parler de votre parcours, vos expériences de vie et de ce qui fait que depuis plusieurs années, vous avez effectué un virage à 360 degrés. Vous avez laissé ainsi un poste et un revenu très confortable de directrice régionale Martinique, Guadeloupe, Guyane, il me semble. Réunion, voilà, d'une agence de recrutement et de conseil très connue, pour vous lancer dans une nouvelle aventure, de gérer votre propre entreprise. Donc, pour ceux qui ne vous connaissent pas, Solange, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Alors, j'ai 51 ans, je suis divorcée, j'ai un petit garçon de 8 ans. Je suis sociologue de formation, j'ai un background sociologie, puis 2 troisième cycles, un en administration gestion du personnel et l'autre en ingénierie des ressources humaines. J'ai commencé mon parcours professionnel à Paris, où j'ai travaillé pendant toutes mes études dans une société de marketing direct dans laquelle j'ai évolué pendant 4 ans. Donc, je la valorise comme une première expérience parce que déjà, j'étais manager d'une équipe. Et assez rapidement, je suis passée au recrutement. J'ai choisi dans la palette d'opportunités des ressources humaines cette orientation parce que ce métier correspondait à mon mode de fonctionnement. Donc, j'ai débuté ma carrière en cabinet de recrutement. J'étais consultant, j'étais chasseuse de tête et j'ai évolué très rapidement ensuite au poste de directrice de cabinet de recrutement. Ensuite, je me suis interrompue, je suis devenue DRH, j'ai voulu passer de l'autre côté de la barrière pour me défier aux autres facettes des ressources humaines, donc la formation, le droit du travail, l'insertion dans le développement, au-delà de l'ingénierie, le quotidien, les batailles pour les salariés et pour valoriser les collaborateurs et les accompagner dans les projets de chacun des dirigeants. Donc, j'ai été DRH d'un groupe, ce qui m'a permis d'avancer plus vite, puisque c'est un groupe qui évoluait dans plusieurs secteurs d'activité et sur plusieurs territoires. Donc, assez rapidement, j'ai pu toucher à toutes ces facettes. J'ai mis en place, d'ailleurs, les services ressources humaines pour ce groupe. Et ensuite, je suis revenue à mes premiers amours, parce que j'avoue que j'ai une affection toute particulière pour la valorisation de l'homme dans toutes ses dimensions, à la fois personnelles, mais aussi professionnelles et comportementales, parce que je crois vraiment que le bien-être en entreprise est un élément essentiel de la performance au travail. Donc voilà. D'accord. Justement, parce que souvent on parle de ressources humaines, mais finalement, en fait, quand on regarde les organisations, on voit qu'elles ne sont pas si humaines que ça, les ressources humaines. Alors, pour la Martinique, si on se limite... globalement et statistiquement, je ne peux pas dire cela. J'ai un prisme un peu différent parce qu'en fait, les entreprises qui faisaient appel aux services de cabinet de conseil sont celles qui, justement, valorisent les ressources humaines. Donc, pour le coup, moi, j'ai été à 100% en relation avec des entreprises qui avaient cette ouverture d'esprit sur la valorisation de l'homme. Donc, je ne sais pas si ça représente statistiquement la Martinique. Ce qui est vrai, en revanche, c'est que... certaines entreprises ont besoin d'accompagnement en termes de management, ce qui est un peu différent. Ce matin, je discutais avec un chef d'entreprise qui me disait qu'il est rare avoir ce profil, que lui, il avait tout misé sur ses collaborateurs. Et c'est vrai qu'il non seulement il leur donnait un niveau de vie et de rétribution très élevé, même plus élevé que des grands groupes métropolitains qui œuvrent dans le même secteur d'activité. C'est un cabinet de conseil en fait dans le bâtiment, et parce qu'il croit vraiment que si les collaborateurs sont heureux de travailler, s'ils sont passionnés et qu'ils sont investis, qu'ils sont à l'aise financièrement, ils travailleront beaucoup mieux. Et j'en ai rencontré un autre comme ça qui m'a dit que ses plus gros clients, c'étaient ses collaborateurs. Alors, il y en a. Il y en a. Statistiquement, c'est pas la majorité, mais il y en a et ça fait plaisir. Ça fait plaisir de les rencontrer. En tout cas, j'ai rencontré des personnes qui ont suivi ce sentiment, cette conviction que j'ai que une entreprise A et une entreprise B qui représentent des produits similaires, que ce soit dans l'automobile, que ce soit dans le carrelage, peu importe, vendent exactement les mêmes produits, soyons honnêtes, bleu, rouge ou vert, une voiture reste une voiture.
cette marque ou cette autre marque, bon, chacune des entités a ses qualités et ses défauts, mais en tout cas, ça reste les mêmes véhicules. Ce qui fait la performance d'une entreprise, c'est les hommes et les femmes qui la vendent, qui la réparent, qui la valorisent. Donc, c'est bien le capital humain de telle ou telle PM, ça, j'en suis convaincue. Mais justement, en fait, pour revenir à votre parcours, en fait, vos débuts, donc pourquoi avoir choisi la sociologie? Parce que vous, effectivement, vous parlez beaucoup, en fait, d'humain, de compétences, de l'homme. Vous êtes revenu à vos premiers amours. Oui. Donc pourquoi, en fait, ce choix-là? Alors, à l'origine, je n'ai pas été directement à la sociologie, mais il y a un lien dans mon parcours. En fait, depuis le primaire jusqu'à la terminale, j'étais bonne en sciences, et notamment en mathématiques. Donc assez naturellement, après un bac scientifique que j'ai obtenu avec mention et une très bonne note en maths, je me suis orientée vers un doc de mathématiques à Jussieu, la faculté des mathématiques par excellence. Et pendant que j'étais en me disant j'aime cela, je fais. Ça me mènera toujours quelque part. On m'avait dit, quand tu fais des sciences, voilà, après tu pourras changer de parcours. Donc, après 2 ans à Jussieu, et pendant que j'étais à Jussieu, j'ai pris comme option des choses qui me tournaient vers les mathématiques. Donc, j'ai pris statistique en option, j'ai pris mathématiques des surfaces pavées, enfin des choses qui m'ont ouvert un horizon un peu différent. Et du coup, je me suis dit, mais il y a autre chose que des mathématiques, il y a autre chose que l'enseignement ou la recherche après les mathématiques. Et les mathématiques peuvent amener à la statistique, à l'étude des comportements. Voilà, j'ai touché du doigt en étant dans les mathématiques à ce type de discipline. Et je me suis intéressée aux sciences humaines dans une dimension bien plus large. Donc, à la Sorbonne, j'ai trouvé une licence de sociologie, culture et communication. Et d'ailleurs, à l'époque, c'était assez rigolo parce que je sortais d'un doc de maths pure. Et sur la simple présentation de mon dossier, ils m'ont fait rentrer en sociologie, en licence de sociologie, alors que je n'avais jamais suivi un seul cours ni de psychologie sociale, ni de sociologie, ni de tout cela. Mais quand on provient des domaines scientifiques, ben, ça ouvrait à l'époque des portes. Donc je suis arrivée en licence de sociologie, culture et communication, où en effet, j'ai pu appréhender l'humain dans un environnement autre que lui-même, et le mettre en perspective pour... alors j'ai eu comme matière des choses... Enfin, j'ai eu des professeurs formidables, et j'avoue que je me suis beaucoup amusée à la fois en licence et à la fois en maîtrise, et je dirais que j'ai fait des études de culture générale, parce qu'en prenant l'option en plus culture et communication, j'étais vraiment projetée dans le monde de l'entreprise, et j'ai eu des professeurs qui m'ont fait connaître, par exemple, style de vie, style de pub, Catla, par exemple, je l'ai étudié, ou des choses de cet ordre-là. Et je trouvais ça formidable du haut de mes 19, 20 ans, 21 ans. Voilà, c'était pour moi de la magie, cette culture générale. À l'issue de ma maîtrise, il fallait choisir un métier. Étant fille de chef d'entreprise, voilà, l'entreprise a toujours eu mon affection. Et je me suis orientée vers les ressources humaines. D'abord, administration, gestion du personnel, pour être en entreprise. Et en dispensant les cours, je me suis rendu compte que c'était moins ma personnalité, on va dire. Donc j'ai fait deuxième, troisième cycle en ingénierie des ressources humaines. Et là, j'ai découvert les métiers du conseil. D'accord. Donc justement, pour revenir en tout cas à vos parents, est-ce que vous pouvez nous parler de votre famille? Donc, des parents chefs d'entreprise? Non, mes parents n'étaient pas chefs d'entreprise. Mon père était... Alors, c'est avec un grand plaisir que je vous parle de mes parents, tous les deux décédés aujourd'hui, et décédés depuis longtemps, malheureusement. Mais ils nous ont construits, mes sœurs et moi, puisque j'ai 2 sœurs, 2 grandes sœurs, d'une façon pour laquelle nous les remercierons jamais assez suffisamment. Mon père était sommelier. Il était passionné de la gastronomie, du vin et un épicurien et un très très bon cuisinier. Mais sa profession, donc il a allié sa passion et son métier. Et donc il était marchand de vin, il vendait du vin. Et donc il passait la moitié de son temps à faire les châteaux pour déceler le bon vin, le bon château, et qu'il commercialisait essentiellement aux particuliers ou aux professionnels de la restauration.
restauration, pas du tout dans le commerce courant. Donc un passionné qui mettait sa passion au service de son activité. Il nous a appris à bien vivre, il nous a appris à aimer les belles choses et les bonnes choses, et il nous a appris le rapport à l'autre dans une grande convivialité. Je tiens de lui cette tchatche et ce côté un peu bavarde, très épicurienne, car j'aime boire et manger vraiment. Au-dessus des plaisirs, il y a cela. Ma mère était institutrice et là, elle nous a appris la douceur, l'intelligence vive, la discipline, l'importance de la connaissance et toutes ces petites choses que les institutrices de l'époque apportaient aux enfants. Donc j'ai été nourrie par un père bohème et une mère très classique, et voilà, ça fait que nous sommes toutes les trois dans une belle harmonie de vie et à l'aise dans notre vie. Et qu'est-ce qu'ils pensaient de votre parcours au départ alors ? Alors, je suis la dernière, et mes sœurs ont des parcours plus classiques et plus, comment dirais-je, rassurants pour des parents. Et moi, j'ai toujours été un petit peu la rebelle, un petit peu l'embêteuse de service. Hein. Mon père m'appelait Chippy, et il avait confiance parce qu'il savait que j'étais débrouillarde, c'est ma plus grande qualité. Mais voilà, parfois, oui, je pense que j'ai dû inquiéter mes parents à vouloir découvrir le monde plus vite que les autres. Quand j'ai commencé à travailler tout en continuant mes études dans le marketing direct, parce que comme beaucoup d'étudiants, pour se faire des sous, je faisais du télémarketing, donc je vendais, vous savez, des gens qui vous embêtent le soir après le travail, voulez-vous acheter ceci ou cela, et très rapidement, on m'a repéré, parce que bon, chez la tchatch, on m'a repéré pour être chef de terrain de la prise de rendez-vous pour la société. C'est-à-dire qu'on m'a dit, voilà, tu recrutes ton équipe et tu vas vendre la société. Tu vas pas vendre des embouts pour les dentistes, ni des journaux ou des machins le soir. Non, non, en journée. Donc j'ai fait le choix pour mon troisième cycle de le faire en cours du soir, parce que la journée, je travaillais. Donc mes parents, ils ont dit, bon, on lui fait confiance. Ils m'ont fait confiance. Ils m'ont fait confiance, tout en étant, je pense, un peu plus inquiet qu'ils ne l'avaient été pour mes sœurs. Donc, Solange était plutôt un peu rebelle. Et curieuse. Curieuse et voulant découvrir beaucoup de choses. Ma sœur aînée est professeure de mathématiques, ma sœur cadette est opticienne. Vous voyez, c'est un peu classique. Elles ont un métier, elles ont choisi, elles ont fait des études pour cela et elles continuent leur chemin. Moi, j'ai changé plusieurs fois parce que je vous ai passé les étapes où j'ai travaillé dans la répartition pharmaceutique, parce que à un moment donné, en fait, je me suis lancée dans le recrutement en étant consultant, mais assez rapidement, je suis devenue responsable du département recrutement et ensuite directrice. Et en étant directrice, j'ai développé la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane. Je suis devenue chef d'entreprise, si vous voulez. C'est vrai que ma formation initiale, c'est la sociologie, les ressources humaines et l'ingénierie des ressources humaines, mais j'ai appris de façon empirique le marketing, le commercial, la gestion, la comptabilité. Et ensuite, j'ai développé ces compétences de direction dans la répartition pharmaceutique ou dans un groupe industriel avant de retourner dans le conseil. Justement, pour revenir en fait à votre métier d'aujourd'hui, vous avez monté votre entreprise, en fait qu'est-ce qui vous passionne dans ce dernier ? Qu'est-ce qui du bonheur. C'est-à-dire, disons plus. Alors aujourd'hui. Oui. Donc je développe une société qui est une plateforme web d'avantages, de privilèges, de remises dans des secteurs très variés, donc du plaisir ou de la vie pratique, que ça soit les loisirs, les sorties, le théâtre, mais aussi les restaurants, les commerces, l'automobile, les services à la personne, voilà, tout un tas des fleuristes, des prestations de services pour les personnes âgées, du kiné, enfin tout ce qui fait plaisir et qui facilite la vie, que je commercialise auprès des entreprises pour les salariés. Donc soit les TPE, les PME qui n'ont pas d'avantages particuliers et qui souhaitent en avoir par ce biais-là, puisque je vends des adhésions et en fait il s'agit pour le chef d'entreprise de valoriser sa marque employeur. C'est-à-dire que l'objectif de Tempéos,
c'est le nom de ma société, et de recruter, fidéliser, récompenser. Parce que je me suis rendu compte au cours de mes nombreuses années d'expérience antérieure que beaucoup, d'une part, de chefs d'entreprise essayaient de redorer un petit peu leur image et leur blason auprès des salariés. La communication était parfois difficile, ils ne se comprenaient pas, pourtant ils allaient dans la même direction. Et il y avait difficulté de communication. Et de l'autre côté, vous aviez des salariés qui avaient besoin de reconnaissance et davantage d'attention portée à leur égard. Et à chaque fois que je les recrutais ou que je les sélectionnais, ils demandaient mais que propose cette société comme avantage au-delà du salaire. Donc j'ai voulu réunir les deux mondes par ce biais-là, recruter, fidéliser et récompenser. Donc je commercialise aux entreprises, mais aussi au CSE, parce que les comités d'entreprise sont aussi là pour accompagner les salariés dans le bien-être en entreprise, ou au regroupement d'entités comme des fédérations, des ligues, des syndicats professionnels qui se réunissent tous ensemble parce qu'ils sont dans la même profession pour essayer de mutualiser un certain nombre de services qu'ils n'auraient pas fait s'ils étaient tout seuls. Donc c'est pour ça que je vous dis, je vends du bonheur. L'objectif, c'est augmenter la motivation des salariés et le bien-être au travail dans une volonté d'augmenter leur motivation et donc leur performance dans un échange gagnant-gagnant. Gagnant pour l'employeur qui valorise son image, ce que j'appelle la marque employeur et ce que j'appelle le recruter, fidéliser et récompenser, et de l'autre côté, valoriser le bien-être au travail pour le salarié et la reconnaissance. Est-ce que c'est facile justement tout ça? Parce que souvent on a l'impression qu'il y a un travail à faire en amont avec l'employeur, en tout cas pour pouvoir élargir en tout cas son champ de vision sur l'importance du collaborateur, sur l'importance du bien-être au travail. Est-ce qu'il n'y a pas vraiment quelque chose que vous mettez en place en amont? Oui, c'est vrai que ce qu'il y a, c'est que il faut parler vrai et il faut accrocher par des faits et très factuellement. Souvent, les demandes émanent des salariés, des collaborateurs eux-mêmes. C'est-à-dire que moi, je rentre par le biais soit des responsables des ressources humaines, soit par le biais des CSE pour convaincre un certain nombre de dirigeants. Qu'en fait, ça leur ferait plaisir d'avoir accès à toutes ces remises dans des secteurs très très variés. Chacun y trouve son goût, de l'employé jusqu'au cadre supérieur. Si petit soit cet avantage, c'est toujours plaisant de pouvoir en profiter, d'augmenter son pouvoir d'achat et puis d'avoir cette diversité de plaisir. Et c'est vrai que je passe, et notamment par les réseaux sociaux, c'est-à-dire je touche d'abord le collaborateur qui ensuite en parle à son employeur. C'est le moyen que j'ai trouvé le plus rapide pour accéder à celui ou celle qui achète l'abonnement. Et vous trouvez qu'ils sont de plus en plus sensibles? Oui, surtout en ces temps perturbés, d'autant que c'est une plateforme digitale, donc le collaborateur peut consommer pour lui et sa famille depuis son habitat, depuis chez lui. Alors si je prends la deuxième catégorie des CSE, j'ai beaucoup de clients et de plus en plus de clients issus des CSE, c'est-à-dire les trésoriers et les secrétaires qui me disent mais ça nous facilite la vie parce que nous aussi nous avons un métier et des fois nous n'avons pas le temps de faire ce travail de trésorier ou de secrétaire parce que nous devons exercer notre propre métier. Il y a de plus en plus de télétravail et donc ils n'ont pas forcément ce lien tous les jours avec les collaborateurs sur ce qui leur ferait plaisir. Par le biais de la plateforme, non seulement moi je communique avec les collaborateurs en mettant tous les jours de nouveaux partenaires. D'ailleurs, j'invite tous les partenaires qui sont dans les secteurs que j'ai nommés, le loisir, le bien-être, des fleuristes, des bijoutiers, des tout, à venir sur la plateforme parce qu'il y a de plus en plus d'adhérents. Aujourd'hui, j'ai 27 000 adhérents régionaux, Martinique, Guadeloupe, Guyane. Donc, ouais, ça fait son petit bonhomme de chemin. Ce qu'il faut, c'est des plaisirs encore multiples et variés pour pouvoir satisfaire tout le monde. Parce que c'est vrai que, et c'est les collaborateurs qui me le disent, ils disent on a vraiment besoin de ça. Quand ils sont tout seuls à la maison, qu'ils vont sur la plateforme, ils pensent à leur employeur. C'est grâce à leur employeur qu'ils ont cet avantage. Ils ne l'oublient pas. D'autant que la plateforme peut être aussi personnalisée aux couleurs de l'entreprise. Donc, ce n'est plus Tempeos, qui est le nom de ma société qui paraît sur la plateforme, c'est entreprise X ou entreprise Y. Donc, ils savent très bien pourquoi ils sont là et grâce à qui ils sont là. Oui, c'est vraiment un échange gagnant-gagnant. Je crois que chaque petit pas
est important. Et je voulais vous poser une question en fait par rapport à ce que vous venez de dire. Qu'est-ce qui, selon vous, en fait, quels sont les atouts dont vous disposez en fait qui vous ont permis en fait de réaliser tout ça? Quelles qualités en fait, quelles ressources vous avez en fait? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous fait avancer, Solange? Je suis vraie. Je suis passionnée, je crois vraiment en la valeur de l'homme et en sa performance, en ses qualités. Donc, écoutez, ça fait maintenant 28 ans, près de 30 ans que je travaille. Je suis la même depuis 30 ans et je pense que ça, c'est une qualité importante. Et j'ai beaucoup d'énergie et de dynamisme et des convictions fortes et des valeurs aussi qui me portent. Je ne mens pas. C'est quelque chose que je ne sais pas faire. Alors, je ne dis pas toujours tout parce que quand vous êtes face à des problématiques, vous n'êtes pas obligé de dire toutes les vérités. Mais en tout cas, je ne mens pas. Je suis vraie. Et quelles sont vos autres qualités? Je suis travailleuse, je suis persévérante, puis j'ai des compétences aussi professionnelles très très larges. J'ai vécu des situations de vie et des adaptations, un sens de l'adaptation très très fort, hein, parce que j'ai travaillé en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, à Paris, et ça demande des facultés. Je suis à l'aise dans tous les milieux. Du plus grand noble. J'ai collaboré avec des ministres dans une grande pertinence et intelligence et je peux m'entretenir et prendre du plaisir à discuter avec des personnes basiques avec la même énergie et le même enthousiasme. Et vous diriez que vous avez eu justement toujours eu ces qualités ou c'est arrivé en fait en fonction des rencontres que vous avez faites, des expériences que vous avez eues? Oh, je pense que je suis née comme ça. Enfin, nos parents nous ont éduqués. Mes sœurs sont exactement comme moi, donc je dirais que c'est lié à notre éducation. Notre père et notre mère étaient très complémentaires. On a une palette très large et on a cette ouverture d'esprit très très large. Au fil du temps, j'ai fait des rencontres merveilleuses, mais une des valeurs que je véhicule, c'est justement que il n'y a pas de bonnes et de mauvaises personnes. Il n'y a pas des gens idiots et des gens bêtes. Tout le monde a une forme d'intelligence et il s'agit et je dis souvent à mon fils, la gentillesse entraîne la gentillesse. Donc l'échange, la communication entraîne la communication. Et c'est vrai que fondamentalement, je m'enrichis des personnes que je rencontre. Je me suis enrichie au contact de mes candidats, je me suis enrichie au contact de mes clients, je me suis enrichie au contact de toutes les personnes que j'ai rencontrées dans le monde associatif, car j'ai beaucoup œuvré dans le monde associatif. Je vous dis, aussi à l'aise avec le préfet qu'avec une marchande de fruits et légumes. Et c'est vrai que j'avoue que j'ai appris beaucoup des autres, j'ai appris sur moi et j'ai appris sur les situations de vie et ça permet cette adaptabilité, je pense. Donc, je suis née comme ça et les choses se sont développées ou amplifiées sûrement avec le temps et les expériences. Vous avez le temps de faire du sport? Oui. Vous faites quoi comme sport? Alors, je marche. Ces temps-ci, je marche. D'habitude, je courais. Je suis une adepte de Fontaine-Didier. Mais comme ça fait longtemps que je n'avais pas repris parce que avec le mois de janvier et les maîtresses souvent absentes du fait de Covid, je n'avais pas fait de sport. Mais c'est soit je marche ou je cours. Et vous avez œuvré pendant de nombreuses années pour le retour des jeunes Martiniquais. Ah oui. Diplômés donc en Martinique. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment la solution? Alors, c'est une des solutions, mais la solution à quoi? À l'emploi ou au développement des performances et des compétences de la Martinique, au développement de la Martinique de façon générale? Ce n'est pas la seule solution au développement de la Martinique, non. Ce n'est pas la seule solution, mais c'est une solution qu'on ne peut pas ignorer. Par contre, ça se fait dans un cadre et dans une orientation très suivie. Il ne s'agit pas seulement de les faire revenir, il faut leur ouvrir les portes de la prise de décision et du pouvoir, parce qu'il nous faut un renouvellement de compétences. Mais ce n'est pas la seule solution, mais il faut le faire dans de très bonnes conditions. Il ne s'agit pas seulement de les faire revenir. Parce qu'un autre axe dont on a parlé, en fait, c'était justement l'école de l'élite, non, Vision.
Oui, tout à fait. Oui. Cette école. Nous en parler Ah oui, ça c'est un projet. Alors, je dirais que j'ai peut-être reporté. Malheureusement, c'est les échanges, c'est le développement de la pandémie du Covid qui a un peu freiné ce souhait. J'ai un projet, oui, d'ouvrir une école destinée aux tout petits. Pour le coup, je commence plus jeune. Vous voyez, pas seulement faire revenir les jeunes instruits. Quand j'étais dans le recrutement, c'est vrai que je faisais revenir les jeunes diplômés ayant acquis une expertise dans un domaine particulier pour les faire travailler à la Martinique. Là, j'aurais commencé plus tôt. Et ça complète ce que je disais, pas que... Oui, ce projet, pourquoi il me tenait à cœur? Enfin, il me tient toujours à cœur et j'espère avoir l'opportunité de le mettre en œuvre. Je crois vraiment... Bon, les enfants, c'est l'avenir de la Martinique. Et je pense fondamentalement et viscéralement qu'il faut travailler avec les enfants pour leur donner, d'une part, le goût de leur pays, de la Martinique, la fierté, et puis aussi l'estime de soi. Et dans cette école de l'élite, je souhaitais, au-delà des maths, du français, de l'espagnol, du sport ou de la natation ou de l'histoire géo, je voulais aussi leur apprendre à bien se tenir, à bien s'exprimer, à être parfaitement trilingue, français, anglais, espagnol et plus si affinité, pour que quand ils sortiront, qu'ils ne se limitent pas par rapport aux possibilités qui se présentent à eux. Et s'ils ont envie d'être pâtissiers, qu'ils aient envie d'être le meilleur pâtissier de la Martinique. S'ils ont envie de quitter la Martinique, qu'ils la quittent, qu'ils s'enrichissent pour devenir ingénieurs, structure ou que sais-je, mais qu'ils aient toujours cette envie de revenir ou en tout cas d'apporter à un moment donné dans leur parcours cette valeur ajoutée de la Martinique parce qu'ils aiment la Martinique. Dans cette école que je souhaitais mettre en œuvre, je voulais non seulement que les enfants s'aiment, développent toutes leurs facultés parce qu'ils en ont énormément, qu'elles soient physiques, intellectuelles, peu importe, et qu'ils aient ce goût et cette envie, ce goût pour la Martinique, pour la culture de la Martinique et cette envie de développer la Martinique, la terre qui les a vus naître. C'est idéologique, mais j'y crois vraiment, parce qu'en fait, aujourd'hui, vous pouvez tout à fait faire vos études à la Martinique et commencer à travailler et revenir, mais ne serait-ce que pour 6 mois ou pour 1 an, et travailler sur un projet qui va développer la Martinique. Vous n'êtes pas obligé de venir vous enterrer ici. Souvent, les jeunes disaient je rentre définitivement à la Martinique. Je vous dis, mais c'est un très vilain mot. Parce que quand vous dites ça, on a l'impression que vous rentrez et puis vous vous établissez, vous mettez vos pieds dans des pantoufles et vous ne faites rien pour la Martinique. C'est pas ce que j'attends de vous. Moi, j'attends que vous bousculiez, que vous la développiez, que vous puissiez mettre en œuvre énormément de choses qu'on pourrait faire, qu'on ne pourrait pas faire sans vous, que vous soyez une vraie valeur ajoutée, qu'elle soit managériale ou technologique ou que sais-je. Par exemple, les fraises. Les fraises poussent à la Martinique. Et nous avons un climat qui fait qu'on pourrait faire des fraises toute l'année à la Martinique. Pourquoi ne fait-on pas des fraises à la Martinique? Bon, je prends juste un exemple décalé. Je pose la question alors, c'est pourquoi? C'est un choix politique, si je veux me permettre. C'est une décision qui émane de quelqu'un. Et pourquoi n'est-elle pas prise? Pourquoi n'est-elle pas analysée? Mais je pourrais vous en sortir des dizaines et des dizaines d'exemples et d'idées. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il est important que les Martiniquais, s'approprient la Martinique, aiment la Martinique, la culture de la Martinique et tous les biens fondés de la Martinique, et notamment la jeunesse, qu'ils aient ce goût de vouloir voir la Martinique paisible, mais aussi... comment dirais-je, riche de sa culture, de son économie, de tout un tas de choses qui font que c'est une île magnifique. D'accord. Des envies de faire de la politique? Ah non, on m'a beaucoup sollicité, j'avoue. Alors, je dis non. S'il y avait un petit village, une petite commune où il s'agit d'œuvrer pour la cité, mais je suis très impliquée dans le monde associatif, hein, donc je sais ce que c'est qu'œuvrer pour la cité. S'il s'agit d'œuvrer pour la cité, oui, je suis la première à lever la main et à donner de mon temps et de mon énergie. Mais si c'est pour faire des réunions et perdre du temps, non, je veux pas. Je veux pas. J'aime l'action. L'action concrète, même si ce sont des petites actions, mais ce sont des actions tout à fait concrètes. Et de quoi vous avez envie aujourd'hui? Pour moi-même ou pour... Comme vous voulez. Pour vous, pour la Martinique, pour les... de quoi vous avez envie?
J'ai envie que tout le monde soit heureux, moi et les autres, mais heureux dans le sens se sentent bien avec son corps, sa vie, ses envies. Et à titre professionnel, je voudrais vraiment pouvoir apporter ma pierre à l'édifice, comme je l'ai toujours fait, dans la continuité de ce que j'ai fait, mais avec des vrais résultats et puis transmettre. Je crois que ce que j'aime, c'est transmettre, donner et voir les choses continuer après moi, s'amplifier, s'améliorer. Ça, c'est important qu'il y ait une trace de mon passage sur Terre, voilà, par ce biais-là, très humblement, mais c'est important de ne pas juste exister. J'ai besoin et j'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice. En parlant d'apporter sa pierre à l'édifice, il y a aussi en fait une de vos actions. Vous avez accueilli un jeune enfant qui était dans une situation en fait compliquée, parentale. Et comment ça vous est venu et qu'est-ce que vous en retenez et pourquoi? Parce que c'est pas si évident que ça d'accueillir un enfant. Les gens sont assez surpris quand j'en parle. En fait, il y a plus de 900 enfants à la Martinique qui sont dans des situations, dans les foyers, ce qu'on appelle les foyers de l'assistance publique. C'est beaucoup, 900 enfants, qui malheureusement ont été retirés à leurs parents pour des raisons différentes. Il y a des parents qui malheureusement ne sont pas en capacité de les élever, alors ça va de bébés jusqu'à 18 ans, en capacité de les élever parce qu'ils sont dans des situations précaires, la drogue, l'alcool, mais pas que. Il y a parfois des organisations de vie et puis des troubles mentaux. Il y a vraiment des circonstances différentes. L'objectif, c'est quand même que la société, donc les instances publiques, s'occupent des enfants le temps que les parents se remettent dans des situations de vie suffisamment confortables pour accueillir à nouveau leurs enfants. Et en général, c'est ce qui se passe. Les enfants restent en moyenne 3-4 ans dans une situation de foyer et ensuite retournent chez leurs parents. J'ai connu un petit garçon, par exemple, ses parents avaient un bar et à 3 ans, il était à minuit, il était encore dans le bar avec ses parents parce que ses parents n'avaient pas l'organisation. On leur a pris l'enfant, ils ont fait tout pour 2 ans après, ils avaient récupéré leur enfant. Vous voyez, il y a des gens qui se remettent en accès. Puis il y en a, malheureusement, qui ont des manquements qui sont irréversibles ou pas réparables, on va dire, et les enfants restent au foyer. Et donc vous avez j'aime les enfants, voilà. J'aime les enfants, j'ai beaucoup d'amour à donner et voilà, j'avais une situation de vie confortable qui me permettait d'accueillir un enfant avec sa chambre, sa salle de bain et des conditions de vie. Donc je l'ai pris d'abord le week-end et les jours fériés. Et ce pendant 8 ans, voilà, tout simplement. Donc Solange est une dame de cœur. Oui, on peut le dire. Et de transmission et de partage. Oui, on peut le dire, que ça soit à titre personnel ou professionnel. Je suis entière, je suis une seule et même personne. Et c'est important pour moi, si je peux donner sans que ça me coûte, je donne. Mais je reçois énormément aussi. Ça va de pair. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour la suite, Solange? Alors, professionnellement, vous pouvez me souhaiter la réalisation de mes projets. Aujourd'hui, donc, Tempéos Antilles, qui est cette plateforme web, qu'il y ait beaucoup d'adhérents à Tempéos et que, justement, pour une Martinique meilleure, on puisse avoir des collaborateurs motivés et impliqués et des chefs d'entreprise fiers de qui ils sont et de leur marque employeur. Et puis, par la suite, que mes projets avec les enfants puissent avancer pour construire aussi une Martinique dont on soit fier et qui puisse, elle aussi, se développer économiquement. Que la réalisation de mes projets. On vous le souhaite alors, Solange. Merci beaucoup. Merci pour ce témoignage. Je vous en prie. Merci. Au revoir. Des plus rouges à l'heure.